Comment gérer l'argent dans le couple? Salut à tous et bienvenue sur Grâce Carmel. Notre sujet d'aujourd'hui est porté sur l'argent. L'argent dans le couple. La première chose qui crée des disputes dans le couple est bel et bien les problèmes d'argent. Alors, lorsque vous êtes en couple ou que vous êtes marié, vous ferez toujours face à des difficultés. Je le sais pour l'avoir vécu moi-même. Alors, laissez-moi vous dire que c'est tout à fait normal si vous rencontrez des difficultés financières de temps en temps. Alors, mesdames et messieurs, écoutez-moi attentivement. Lorsque vous traversez une crise financière, votre homme, peu importe son âge, son niveau d'éducation, son revenu, est au plus mal. Il est aux prises de son estime de soi plus que jamais. Les hommes se sentent mal dans leur peau à ce moment-là. Alors, mesdames, la dernière chose dont il a besoin est le bourdonnement et les chamaillements, les cris. Et cher monsieur, lorsque dans votre couple, vous éprouvez des difficultés financières, votre dame, votre conjointe, votre partenaire a peur à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. De 0 à 100, elle est à 100. Elle a juste besoin de 3 à 6 câlins supplémentaires par jour. Elle a besoin que tu la rassures, que tu lui fasses comprendre qu'elle est en sécurité et que tu ne vas nulle part. Et qu'ensemble, vous allez remettre les pendules à l'heure. Mesdames, résistez à la tentation de le démolir. Et messieurs, résistez à la tentation de jeter de l'huile sur le feu. On l'entend souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Une enquête portant sur la façon dont se prennent les décisions au sein d'un couple a révélé que 97% des ménages interrogés se disent satisfaits de l'organisation financière de leur couple. Et dans la majorité des cas, cette organisation passe par une mise en commun des revenus et par l'existence d'un compte joint. Faut-il nécessairement utiliser le compte joint, c'est-à-dire pour le meilleur ou pour le pire, ou au contraire, faut-il fonctionner avec des comptes personnels? Il existe 3 méthodes pour gérer l'argent lorsque vous vivez en couple. Alors, laquelle vous convient le plus? Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de chacune de ces 3 méthodes afin de vous aider à faire le meilleur choix que possible. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer les cloches de notification afin que vous puissiez être avertis à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Top, c'est parti. La première méthode pour gérer l'argent dans le couple est la méthode 50-50, encore appelée le chacun pour soi. C'est une méthode qui prône l'égalité, chacun paie la même somme ainsi que toutes les dépenses courantes planifiées mensuellement, que ce soit le loyer, que ce soit les factures d'électricité, les assurances, les courses. Tout est payé à partir du budget commun. Ensuite, concernant les dépenses plus personnelles comme les restos, le shopping, le coiffeur, eh bien, elles sont gérées individuellement. Avantage de la méthode 50-50, plus de débats ou de petites disputes inutiles pour les questions d'argent. Les dépenses sont réparties de façon égale. C'est la méthode la plus facile à adopter, raison pour laquelle elle est le plus utilisée dans la majorité des couples. Aujourd'hui, c'est pratique, efficace et facile à mettre en place si vous décidez d'ouvrir un compte commun. Inconvénient de la méthode 50-50, eh bien, il faut être souple et moins exigeant face aux diverses circonstances. Supposons que vous gagnez moins d'argent que votre conjoint, que votre partenaire. Vous aurez tendance à être plus économe que il ou elle sur les dépenses du couple, ce qui pourrait être la cause de beaucoup de frustration d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut vraiment réussir à établir un équilibre en ce qui concerne la qualité de vie des deux partenaires. Un autre problème, c'est l'absence de sécurité financière. Puisqu'on ne peut pas compter sur son partenaire en cas de difficulté ou de problème. Cette méthode est souvent plus adaptée aux couples en début de relation, les couples sans enfants parce qu'ils n'ont pas énormément de charges, les couples pour lesquels l'argent est un sujet tabou et enfin c'est idéal pour les couples qui gagnent sensiblement la même chose, les couples qui ont sensiblement le même revenu. Chaque couple devrait avoir 4
compte bancaire. Vous avez le compte bancaire unique où vous placez tous les deux vos revenus et c'est votre compte qui paie les factures comme vos assurances, les mensualités de votre voiture et tout ce qui est nécessaire. Le deuxième compte est un compte d'épargne joint où vous vous engagez tous les deux à épargner un montant X par mois. Donc le deuxième compte, c'est un compte joint et vous vous entendez tous les deux sur un montant X que vous épargnez par mois. Et il va falloir vos deux signatures pour déplacer l'argent. Ça, c'est très important. Le troisième et le quatrième compte vous appartiennent individuellement. Tu dois avoir ton propre compte bancaire et elle aussi doit avoir son propre compte bancaire. Et vous décidez ensemble de l'argent qui sort du pot pour aller dans cette direction, vers vos comptes individuels. Chacun donc peut avoir son compte bancaire, son propre compte bancaire et en faire ce qu'il veut sans pour autant demander la permission de l'autre. Parce que chacun devrait avoir sa vie personnelle. Là, dans ce cas, il n'y a pas d'inconvénient. Quand vous voulez préserver la surprise, par exemple, quand vous voulez faire un cadeau surprise à votre conjoint à une occasion comme son anniversaire ou Noël, etc. L'effet de surprise reste, vous comprenez? Et vous devez aussi avoir votre propre vie. Maintenant, il est vrai que le compte joint peut comporter des risques. Nous devons aussi parler des risques parce que c'est très important de le savoir. Dans le sens où les deux titulaires du compte sont solidairement responsables de la vie du compte, mais également des dettes. Vous êtes tous les deux responsables. En cas de solde négatif, ils doivent tous les deux régler les frais de découvert à leur banque. Donc, en cas de solde négatif, vous êtes tous les deux responsables et vous devez régler ce montant-là à votre banque, tous les deux, de façon commune. Peu importe qui a mis le compte dans le rouge, peu importe qui est responsable de la dette, pour rembourser cette dette, vous devez le faire à deux. Idem pour les autres frais. En cas d'incident de paiement, par exemple, lorsqu'on vous met des frais pour incident de paiement, tous ces frais-là, pour un compte joint, vous les payez à deux. Vous êtes tous les deux responsables. 2. La méthode au prorata. Cette méthode est perçue comme la méthode la plus équitable pour gérer l'argent dans le couple. Parce que celui qui gagne le plus va couvrir la plus grande partie des dépenses communes. Les dépenses du couple sont ajustées en fonction des revenus de chacun. Le calcul est simple. Si vous gagnez 60% des revenus du couple, eh bien, vous payez 60% des dépenses du couple. Tandis que votre conjoint ne paiera que 40%. Avantage de la méthode prorata, c'est que ça permet de ne pas trop approfondir les inégalités dans le couple. Les inégalités entre les salaires surtout. Donc, les deux partenaires profitent un peu du même style de vie. Ok? Inconvénient de la méthode prorata. Avouons que c'est une méthode pas très pratique parce qu'elle demande beaucoup de calculs au niveau des dépenses. Il vous faudra beaucoup de patience et de délicatesse pour ne pas agacer celui qui couvre la majeure partie des dépenses. Attention, cette méthode n'est pas faite pour les couples qui ont un rapport difficile avec l'argent. Néanmoins, si vous voulez vraiment un mariage de qualité et si vous voulez une forte probabilité de créer de la richesse, vous devez combiner vos finances. Certaines personnes pensent et le disent même que avoir un compte conjoint n'est pas une bonne idée. Parce que souvent, on se dit que la moitié des mariages se terminent par un divorce et la femme se fait toujours duper ou elle se retrouve sans argent. Par conséquent, ils déduisent qu'il faut vivre indépendamment de son mari ou de sa femme. C'est totalement faux. Il faut changer d'état d'esprit et voici pourquoi. Lorsque vous combinez vos revenus, à 100% du temps où que vous dépensez votre argent et comment vous le dépensez est le résultat de vos systèmes de valeurs. Comme il est si bien dit dans la Bible pour ceux qui sont chrétiens, vos trésors vont là où est votre cœur. Vos trésors vont là où est votre cœur. Lorsque vous planifiez votre argent ensemble et que vous partagez vos objectifs, vos rêves, ensemble, vous atteignez vos buts. Personne d'entre vous ne perd son identité personnelle parce que vous décidez à deux. Et de nos jours, il faut être franc, les lois du divorce vous offrent
toutes sortes de protections en cas de divorce. Donc le divorce ne devrait pas être un obstacle. Alors oui, vous devez combiner vos prises de décision. Oui, vous devriez combiner vos finances. Cela vous pousse à devenir plus sage et à prendre de meilleures décisions. Et cela permet aussi de renforcer la communication au sein du couple ou dans votre mariage. Et parfois même sauver des relations, sauver des mariages. La troisième méthode, la méthode tout en commun. D'accord? Faut comprendre de par son appellation que ça implique qu'un couple partage absolument toutes les dépenses de l'un et de l'autre. Donc, il est très important que les deux conjoints connaissent leurs habitudes financières avant de se lancer dans la gestion de l'argent tout en commun. Mais il faut avouer que c'est la méthode idéale. C'est la méthode idéale. Du moment où aucune frustration n'est enregistrée de chaque côté, avec ce mode de gestion, il y a un très fort sentiment de sécurité financière au sein du couple, puisqu'on sait qu'on peut compter sur l'autre en cas de difficulté. Pour que cette méthode fonctionne, l'argent ne doit pas être un tabou au sein du couple, surtout dans le cas où un seul membre du couple gagne de l'argent. Il ne faut pas que celui-ci accumule des frustrations à force de payer pour l'autre. Et de l'autre côté, le partenaire qui gagne le moins d'argent ou qui n'a pas de revenus ne doit pas se sentir inutile au sein du couple ou de la famille. Surtout dans le cas où il y a un parent au foyer. Il faut que son travail non rémunéré, tel que la gestion de la maison, par exemple, soit apprécié par l'autre partenaire. Cette méthode est idéale pour les couples qui ont les mêmes habitudes de dépenses, ainsi que le même rapport avec l'argent. C'est également parfait pour les couples qui ont des enfants ou ceux dont le partenaire est entrepreneur ou travailleur dans le freelance, par exemple, parce que leurs revenus peuvent parfois être instable. Maintenant que vous connaissez les 3 méthodes de gestion de l'argent dans le couple, posez-vous les bonnes questions afin de déterminer la méthode qui vous correspond le mieux, si ce n'est pas déjà celle que vous êtes en train d'utiliser déjà. Et pour encore vous éclaircir les idées, je vous invite à télécharger mon e-book « Les 7 erreurs que font les hommes lorsqu'ils rencontrent une femme ». Le lien se trouve en bas dans la description. Il est gratuit pour vous et il vous aidera énormément. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous préférez et pour quelles raisons. Je vous encourage à vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous, c'est-à-dire votre vie de couple. Commencez à faire des ajustements. N'ayez surtout pas peur de faire des compromis par moment. Planifiez les choses. Car si vous avez un plan, une feuille de route, l'inquiétude commence à se dissiper petit à petit. D'accord? Votre estime de soi va s'améliorer, votre peur va également diminuer parce que vous avez établi un plan et que vous travaillez sur ce plan tous les jours. Merci, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oubliez surtout pas qu'il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.